sur ce point, il y a du boulot. Mais la classe politique n'en veut surtout pas. D'accord? Ça, c'est la seconde révolution. La première révolution qui a eu lieu, c'est la révolution qui a eu lieu avec le document que vous avez, la décision du 6 novembre 1900, document numéro 6, pardon. Vous avez d'abord la décision du 6 novembre 62, vous la lirez, mais vous avez surtout la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971. Qu'est-ce que c'est que la décision du 16 juillet 1971? C'est une décision qui va amener à faire que le Conseil constitutionnel va considérer que pour prendre une solution, donc pour donner une décision, il peut et il doit non seulement se référer au texte de la Constitution, mais aussi il peut y inclure le préambule. Donc, on peut aller chercher dans le préambule éventuellement des dispositions pour vérifier si une loi est conforme à la Constitution. Ils vont donc inventer ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, qui fait que le préambule fait aussi partie de la Constitution, ce qui n'était pas l'avis des hommes politiques qui pensaient que c'était une sorte de, comment dirais-je, de grande déclaration solennelle sans portée pratique. Eh bien, si, ce qui est dans le préambule fait aussi partie de la Constitution, et donc on peut s'y référer, évidemment, pour prendre des solutions. Or, comme dans le préambule, vous avez la DDHC 89, les droits de, et le préambule de 46, les droits A, il est absolument évident qu'on a élargi considérablement, si je puis dire, les normes pour décider ce qui faisait partie ou pas de la Constitution. Et pourquoi en 71 il y a un problème? Alors, c'est à propos d'une loi du ministre de l'Intérieur qui s'appelle Raymond Marcellin et qui vous concerne aujourd'hui encore. C'est la loi anti-casseurs. Vous savez, c'est une loi contre les terroristes, les gens qui vont faire les black blocs de l'époque, et à l'époque, des gens qui cassaient un petit peu tout n'importe quoi. Donc, Raymond Marcellin veut modifier la loi sur les associations. Parce qu'après mai 68, on a dissous des groupuscules de gauche à l'époque, trotskistes, maoïstes et autres, et ces groupes politiques qui ont été dissous se sont reconstitués sous forme d'associations de la loi de 1901. Or, la loi de 1901 sur les associations, grande loi de la Troisième République, permet à n'importe qui de juridiquement et officiellement s'associer, si tant est que l'objet ne soit pas contre la loi. Donc, le fait de déclarer une association, ce qui n'est pas une obligation, c'est quelque chose que l'on peut faire et qu'on doit faire en préfecture. Et dès l'instant où vous déclarez l'association en préfecture, le préfet est dans le cadre de ce qu'on appelle une compétence liée. En clair, si vous et moi décidons demain de faire l'association des crétins de Melun et je serai président d'honneur, eh bien, le préfet doit entériner cette solution. C'est une compétence liée. Sauf, je répète, si effectivement l'objet, c'est de préparer un attentat pour faire sauter la République, auquel cas il pourrait éventuellement s'y opposer. Donc, il était dans un cas de compétence liée. Or, je répète, de nombreux groupuscules révolutionnaires, notamment avec Simone de Beauvoir, la grande amie de Jean-Paul Sartre, qui a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle Le Second Sexe, tentaient de faire renaître des partis extrémistes, pour certains de gauche, sous forme d'association. Donc Raymond Marcellin voulait que le préfet ne puisse pas, lui, décider que l'association serait légale ou pas, mais soumettre éventuellement le verdict à un juge. Donc, dans cette loi de l'association, Raymond Marcellin proposait que s'il y avait un doute de la part du préfet, celui-ci puisse faire trancher l'affaire par le juge judiciaire, qui aurait peut-être tranché en faveur de dire, bah oui, c'est légal ou pas légal. Donc, cette loi a été déférée au Conseil constitutionnel. Or, son président Gaston Palevski a fait un coup d'État qu'on a appelé la seconde mort du général de Gaulle, et j'expliquerai peut-être pourquoi si j'ai le temps, je ne suis pas sûr d'y arriver, et donc il a décidé qu'on pouvait se référer au préambule de la Constitution pour vérifier si une loi était ou non conforme à la Constitution. Donc c'est la première révolution du Conseil constitutionnel qui a élargi, je répète, le spectre de référentiel pour décider si une loi était ou pas conforme à la Constitution. On y introduit le préambule de la Constitution, et comme il y a dedans toutes sortes de PFRLR, principes fondamentaux reconnus par la République, mais qui ne sont pas listés, évidemment, à tout moment, le Conseil peut sortir de son chapeau un nouveau principe qu'il va imposer pour dire, ben voilà, c'est comme ça, et donc, en fonction de ce principe, eh bien, ce qui a été décidé est légal ou pas, et donc, je censure ou pas le texte de loi. Donc ça, c'est la première révolution. La seconde révolution,
c'est 74, mais je répète, une révolution qui n'est pas complète, puisqu'on élargit la saisine à 60 députés ou 60 sénateurs, mais ce n'est pas idéal. La troisième révolution, c'est celle qui a lieu en 2008, révolution involontaire que n'a pas peut-être vu, dont Sarkozy n'a pas vu la portée, parce que c'est un avocat, mais pas tellement un avocat très visionnaire, c'est un avocat d'affaires, et je répète, ça donne le nouveau article 61-1 de la Constitution, qui donc permet dorénavant qu'une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, eh bien, peut être, encore une fois, portée par un justiciable sur renvoi du Conseil d'État ou la Cour de cassation devant le Conseil constitutionnel. Donc, quand vous avez une disposition législative donc antérieure, qui peut dater d'il y a 100-200 ans, qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, eh bien, je répète, un justiciable peut introduire au niveau de la juridiction qu'il a saisie en première instance, ou en appel, ou bien en cassation, c'est-à-dire soit juridiction administrative, soit administratif, CAA, ou bien Conseil d'État, ou bien juridiction judiciaire, tribunal d'instance, ou peu importe, cour d'appel ou cour de cassation, eh bien, je répète, cette question peut être portée au Conseil, mais il y a un filtre. Le filtre, c'est que cette question donc préjudicielle, question préalable au procès sur le fond, si on appelle une QPC, si on appelle la QPC, c'est une question préalable avant d'y droit sur l'affaire du fond. Vous avez une question de savoir si la loi qu'on va appliquer est conforme à la Constitution. C'est pour ça qu'on appelle une question une question de constitutionnalité. Quelle est prioritaire? Parce qu'avant de juger sur le fond, on va devoir trancher cette question. D'où le fait que c'est une QPC. En fait, ce qu'on appelle une question préjudicielle qui va préjudicier du futur jugement du fond. Et donc, je répète, vous avez donc l'avocat qui fait deux dossiers, un dossier sur le fond, un dossier sur la forme, et donc c'est une QPC. Cette QPC est transmise devant les juridictions judiciaires systématiquement au Conseil d'État, judiciaire, Cour de cassation, administrative au Conseil d'État, et le Conseil d'État, Cour de cassation, doit apprécier à son tour si la question est sérieuse, nouvelle, et doit permettre, obliger le Conseil constitutionnel à se prononcer. Donc il y a une sorte de filtre qui avait été prévu, encore une fois, pour faire que le Conseil d'État et la Cour de cassation pouvaient éventuellement arrêter la procédure si la question n'était ni sérieuse ni nouvelle. Et encore une fois, voilà ce qui avait été prévu au départ. Et j'avais écrit une chose, je me suis trompé, j'ai pensé que le filtre marcherait de manière systématique. Ça n'est pas ce qui est arrivé, encore une fois, dans la pratique, encore une fois, puisque je répète, euh, euh, dans la pratique, vous avez le Conseil d'État qui a bloqué au début, mais après a tout laissé passer, et inversement pour la Cour de cassation. Donc il faut comprendre que ce système, encore une fois, fait que dorénavant, vous avez eu, alors, j'ai pensé, là encore, erreur de ma part, oui, comme on peut se tromper, et malgré tout, continuer à enseigner, mais on ne pouvait pas savoir ce qu'il a anticipé. J'ai pensé que, évidemment, il y aurait de très nombreuses saisines et que pendant quelques années, ça allait exploser dans le contentieux, ce qui est arrivé. Donc, il y a eu parfois plusieurs. Donc, certains auteurs ont pu écrire une nouvelle nuit du 4 août à propos de la QPC. Donc, il y a eu de très nombreux ouvrages là-dessus qui ont été écrits et quelqu'un a pu écrire une nouvelle nuit, donc, visiblement, une révolution. Et c'est une vraie révolution. Ça a amené l'organe à devenir une Cour suprême, ça l'a amené à fonctionner de manière juridictionnelle, et je répète, ça a amené le fait que l'organe siège pratiquement tous les 2 jours, encore une fois, à propos des QPC. Et donc, ceux qui travaillent, ils travaillent vraiment de plus en plus. Autrefois, c'est une sorte de travail d'appoint. Aujourd'hui, c'est un travail, si je puis dire, à temps complet. Et il faut bien comprendre que les saisines, je répète, j'ai pensé que ça allait cracher pendant un certain nombre d'années, 2-3 ans, et qu'ensuite on aurait, si je puis dire, évacué tout ce qui était inconstitutionnel dans nos lois anciennes, et que ça allait s'arrêter. Eh bien, pas du tout. L'imagination, si je puis dire, des justiciables est telle que le Conseil continue à faire de très nombreuses QPC. Vous lirez la revue du Conseil qui s'appelle Titre 7, Titre 7, et qui vient d'écrire un numéro spécial que vous aurez en bibliothèque si vous y retournez un jour sur la QPC. Il y a des statistiques que je n'ai pas pu faire parvenir, mais qui montrent que, encore une fois, l'organe rend des centaines de décisions, qui n'arrête pas de le rendre, et c'est une véritable révolution qui amène à tout moment. Alors, article 102-2, le Conseil, quand il déclare, encore une fois, qu'une loi n'est pas conforme à la Constitution, il peut le faire dès publication de sa décision. Bien, car ça pose des problèmes, il peut décider que sa solution
va s'appliquer à une date ultérieure qu'il va fixer. Par exemple, quand il décide que la garde à vue telle qu'elle existe dans les lois n'est pas conforme à la Constitution, évidemment, s'il ne diffère pas sa solution dans le temps, tous les gens garde à vue vont se retrouver libérés le lendemain. Donc il peut très bien, je répète, déclarer dès publication que la loi est non conforme à la Constitution, auquel cas tout ce qui est si je puis dire, devant les juridictions tombe automatiquement, ou bien il peut différer sa solution dans le temps en espérant qu'entre-temps le Parlement légifère à nouveau pour trouver une solution plus adaptée. C'est le problème qui a pu exister, notamment en matière de garde à vue. D'accord? Et je répète, il faut comprendre que cet organe a rendu des centaines de solutions en ce sens, qui ont amené une explosion contentieuse. Avant de vous quitter, parce qu'on va devoir s'arrêter malheureusement, et on n'aura évidemment pas vu grand-chose, vous lirez encore une fois dans quel domaine vous avez un contrôle obligatoire du Conseil, parce que bien évidemment, il y a des domaines sur lesquels il y a un contrôle obligatoire, notamment les lois organiques, les lois qui concernent les juridiques, qui concernent les deux assemblées. Vous avez ensuite un contrôle facultatif, et tout ça, vous pouvez le lire et le comprendre vous-même. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la première fois qu'il y a eu les 9 premiers membres nommés, De Gaulle a nommé 3 membres. Le président Léon Noël pour 6 ans, un second membre pour 3 ans et un certain Georges Pompidou pour 9 ans. Et on voit bien qu'il a nommé encore une fois Pompidou pour en faire quelqu'un qu'il mettait en réserve à la République. Pompidou avait alors 48 ans, c'était le Benjamin. La même année, en 1959, et je vous rappelle que les 9 premiers membres ont prêté serment à l'Élysée le 6 mars 59. La télévision et la radio étaient admises, mais pas la presse écrite. On avait mis dehors, ce qui est très symbolique. Hein. Donc la prise de serment le 29, les 9 premiers membres nommés le 20 février 59 s'est faite le 6 mars 59 à l'Élysée, devant radio et télévision, presse écrite non admise. Ça montre l'ambiance du temps Général de Gaulle, qui pourtant est quelqu'un qui respecte la République, mais pas finalement la démocratie et les masses médias, c'est-à-dire le quatrième pouvoir. Il y a un membre curieux qui a été nommé, il a été nommé par compensation. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, nomme 3 membres. Il nomme un certain Victor Châtenay, C-H-A-T-E-N-A-Y. Et Victor Châtenay a été nommé par compensation. Mme Schnapper raconte de manière sibylline dans son ouvrage. Moi, je sais quoi il en est, je connais la question. Vous ne lirez pas ça souvent dans les manuels, parce que Favoreux va dire tout le bien qu'il pense de ce conseil. Qui il nomme Qui est Victor Châtenay? Licencié en droit, homme d'affaires, député maire. Tout va bien, il a 73 ans. Eh bien non. Victor Châtenay est député maire en Bretagne. Il ouvre son journal, Le Courrier de l'Ouest, Ouest-France. Donc il est chez lui, je répète, en province, et il voit Victor Châtenay est nommé au gouvernement Michel Debré. Il éclate de bonheur, convoque son épouse, ma chérie, je suis ministre. Hélas, le reporter à Paris du Courrier de l'Ouest s'est trompé. Il a confondu Pierre Châtenay, C-H-A-T-E-N-E-T, et Victor Châtenay. C'est Pierre Châtenay qui est en fait nommé ministre du gouvernement Debré. Et donc Victor Châtenay est au bord de, comment dirais-je, la rupture d'anévrisme, il est au bord du suicide, il rencontre Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, qui dit, mon pauvre Chaban, on m'a fait un coup terrible. Ce n'est pas grave, je te nomme au conseil. Il l'a nommé par compensation pour 3 ans, à 73 ans, au conseil constitutionnel. C'est dire à quel point l'organe ne devait servir à rien. Et cette histoire est assez peu connue, mais je vous la donne parce qu'il est bon de la véhiculer toujours, encore une fois, dans votre historicité. Je ne dis pas que par la suite, les critiques contre l'organe n'ont pas amené celui-ci à avoir de plus en plus de juristes qui, encore une fois, sont compétents, mais il est clair qu'il n'y a plus de professeurs de droit, ce qui pose un problème, encore une fois, par rapport à l'organe, quoi qu'on puisse raconter, et c'est un de ses défauts, mais un de ses défauts parmi d'autres. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'organe. Maintenant, sachez que dans les manuels, je termine là-dessus, laissez-moi encore 5 minutes, même si l'heure s'approche, je vais finir à midi. Sachez que dans les manuels de droit constitutionnel, l'école d'Aix-en-Provence de Favoreux est un courant dominant chez la plupart de mes collègues, qui considèrent dorénavant que le droit constitutionnel, c'est surtout et avant tout le problème du contrôle constitutionnel, en clair, la judiciarisation du droit, la juridicisation du droit constitutionnel. En clair, vous comprenez bien que dès l'instant où vous avez tout un rituel de juges, de décisions qui sont prises, les juristes adorent ce côté juridictionnel qui fait que pour eux, ça devient quelque chose de tout à fait sérieux
à travers ce qu'on appelle le contentieux constitutionnel. Il y a deux ouvrages sur ce point tout à fait intéressants qui existent. L'ouvrage